Nous continuons avec le deuxième débat. Comment transformer les structures à l'ère du numérique? Et je demande à Françoise Delettre, Mathieu Fouquet, Lamine Garbi et Jean-Louis Touraine de rejoindre la table. La modération sera assurée par Vincent Olivier. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons maintenant nous intéresser aux enjeux du numérique dans le domaine de la santé. Alors au début, c'est vrai, peut-être qu'on a cru un peu trop vite, un peu trop tôt, que le numérique allait tout transformer d'un seul coup. Et puis on s'est rendu compte que ça ne serait sans doute pas si facile. Je pense notamment au dossier médical partagé, dont on voit qu'il a mis beaucoup plus de temps que prévu. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le numérique a bel et bien envahi le monde de la santé et qu'on ne reviendra pas en arrière, qu'il s'agisse de téléconsultation à distance, d'agenda partagé, d'objets de santé connectés, c'est bel et bien une réalité. Et la première conséquence de cette arrivée du numérique, c'est que d'une certaine façon, le temps et l'espace sont abolis. L'espace est aboli, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il est possible de réaliser des opérations de chirurgie à distance avec un patient qui est à Buenos Aires et un médecin qui est à Paris, qui est à Strasbourg. Mais donc, de cette manière, l'espace est aboli, mais le temps également est aboli. Je dirais même qu'avec le temps numérique, le temps est le même pour tout le monde. Or, à l'hôpital, on le sait, et quand je dis hôpital, évidemment, je songe à l'ensemble des structures de santé, qu'il s'agisse de cliniques, d'hôpital public, privé, d'EHPAD, de soins de suite ou de long ou de moyen séjour. Donc, quand je dis hôpital, c'est un terme un peu générique. Donc, à l'hôpital, on sait que les temporalités sont différentes. Il y a d'abord le temps du patient, avant, pendant, après une hospitalisation. Il y a également le temps du médecin ou du temps médical, qui d'ailleurs n'est pas toujours exactement coïncident avec le temps du patient. On sait que parfois il y a quelques petits problèmes. Mais également du temps économique, celui de la facturation, celui des amortissements, des investissements. Il y a le temps d'administration, et on le verra sans doute, l'administration parfois n'a pas tout à fait la même notion du temps que les médecins. Et enfin, il y a le temps légal et celui des 35 heures. Et je ne reviendrai pas sur la difficulté qu'il y a eu pour installer ce temps légal, justement, à l'hôpital. Voilà pourquoi, dans cette conjonction du temps et de l'espace qui, de certaine façon, est aboli par le numérique, voilà pourquoi le numérique nous oblige à repenser entièrement notre système de santé et l'organisation des soins. Et c'est tout l'enjeu de cette table ronde. Nous allons réfléchir ensemble à comment transformer les structures. J'ai donc une première question pour vous, Lamine. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de développement du numérique récent et concret dans l'un de vos établissements? Alors, vous avez parlé du temps patient. Le temps patient, c'est le numérique qui doit être au service, évidemment, des professionnels qui exercent dans nos établissements, mais au service des patients. Et c'est vrai, on s'interroge souvent, on me demande aux urgences, combien de temps je vais attendre? Est-ce qu'il y a du monde? Alors, dans notre groupe, on a 4 services d'urgence et on a lancé une petite application qui est toute simple. Par établissement, le temps d'attente. Alors là, en direct, sur l'établissement 1, il n'y a personne, temps d'attente 0. Le 2, 11 minutes. Le 3, 27. Et le 4, 36. Et en fonction donc de votre lieu, je dirais, de résidence, vous pouvez être informé en direct du temps d'attente aux urgences. Alors bien sûr, c'est un temps d'attente qui est statistique également, parce que les patients ne restent pas tous la même durée dans l'établissement. Mais voilà un exemple concret d'application simple que l'on peut mettre en place au service du patient. Jean-Louis Touraine, même question, c'est le des établissements publics. Un exemple justement d'utilisation, de développement du numérique aujourd'hui? Oui, on pourrait en prendre beaucoup, mais il y en a un que je trouve particulièrement significatif. C'est celui qui permet, dans les EHPAD, les EHPAD, les établissements pour les personnes âgées dépendantes. Merci pour nos amis anglais. D'éviter, au moins dans la moitié des cas, des déplacements inutiles de ces patients âgés vers les services d'urgence des hôpitaux. En effet, quand dans une EHPAD, un patient ne va pas bien, jusqu'à maintenant, eh bien, on le transportait dans le service d'urgence et il était souvent un petit peu désorienté du fait de son âge, du fait de l'ambiance très différente d'un service d'urgence. Et il revenait ensuite le lendemain dans son EHPAD dans des conditions qui l'avaient un petit peu perturbé. Maintenant, notamment dans le CHU de Nancy, mais dans plusieurs autres endroits, il y a des liens qui s'établissent entre les SAMU et notamment la régulation médicale qui est dans le SAMU et ces EHPAD. Et dans la moitié des cas, grâce à cette régulation médicale des SAMU, on peut sur place faire les gestes opportuns, les examens, les prises en charge et ne déplacer
qu'un nombre très limité. C'est un gain pour les patients, c'est un gain pour les EHPAD, leur organisation, c'est un gain pour les services d'urgence qui sont ainsi moins encombrés. Voilà, donc c'est un gain global. Voilà. Françoise Delettre, à quel nouvel type de demande êtes-vous confrontée lorsqu'elles sont liées au numérique de la part des établissements de santé aujourd'hui? Alors nous, notre métier, c'est l'immobilier à ICAD. Et donc que ce soit de la programmation, de la conception jusqu'au suivi des travaux ou l'investissement. Donc nous, on fait la boîte. Mais la boîte est importante parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un programme hospitalier, les établissements hospitaliers qu'on livre aujourd'hui, ils ont été conçus il y a 10 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage important. Pour le public, il y a 10 ans, pour le privé, peut-être 4-5 ans, mais il y a un décalage important entre le moment où on a conçu le programme et l'établissement et le moment où on le livre. Donc il faut travailler là-dessus. On a des partenariats, notamment avec des gens comme Philips, Siemens, Cisco, pour travailler sur ces aspects-là. Et je vous donne un exemple, c'est que c'est comme si aujourd'hui, vous alliez acheter un téléphone portable et puis on vous vendait un iPhone 4. Certes, vous pourriez téléphoner. Certes, vous pourriez aussi peut-être envoyer quelques mails, mais vous auriez quand même un temps de retard important. Donc le problème aujourd'hui, c'est celui-là. On reviendra après comment on peut faire. C'est-à-dire d'anticiper en fait quelque chose qui n'existe pas encore de cette façon. D'anticiper et surtout de suivre au fur et à mesure du chantier, au fur et à mesure de la conception, les évolutions numériques et de s'adapter et de travailler donc avec des partenaires pointus sur ces sujets-là. Mathieu Fouquet, vous avez travaillé avec de grandes structures publiques et privées, banques, administrations, télécoms et autres. Quels sont, selon vous, les facteurs qu'on peut dire classiques de résistance inhérents à toute structure devant l'espace d'un changement? Alors, il y a plusieurs facteurs classiques qu'on connaît tous et on a plein d'outils pour les lever. Vous avez de la résistance aux outils, vous avez un traumatisme d'une réforme ou d'une organisation passée qui s'est mal appliquée ou qui a été mal déployée. Vous avez une résistance au process, bien évidemment. On voit aussi un manque de feedback ou de retour sur ce qui a pu être fait avec un sentiment d'être complètement mis à l'écart du changement ou des effets de ces changements organisationnels. Un dialogue social aussi qui s'essouffle et qui n'est pas un relais en termes de changement, ce qui a vocation à cristalliser des mécontentements et à maximiser les résistances. Et puis, chaque entité, mais on y reviendra, chaque secteur a aussi ses dettes historiques, ses dettes sociales qui sont un peu des freins à ce type d'évolution. Lamine et Jean-Louis, résistance des outils, traumatisme passé, problème de dialogue social, c'est des choses que vous voyez justement dans vos établissements comme facteur de résistance au changement? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a peu d'endroits dans ces dernières décennies qui ont été autant susceptibles de s'adapter au changement que les hôpitaux. Donc on peut avoir confiance. Ils ont eu déjà plusieurs mutations. Donc il y en a une nouvelle, plus importante. Guy Valenciennes nous l'a bien démontré, qu'elle avait une importance dans l'histoire de l'aventure humaine. Mais il n'empêche que les hôpitaux sont adaptés à intégrer de très grandes innovations. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que tout soit prêt. Il faut anticiper. Dans les hôpitaux, on n'a jamais attendu les financements, les autorisations. On commence. On crée des nouveaux traitements, et puis après, on voit comment, en définitive, organiser les choses pour les pérenniser. Mais il en va de même avec le numérique, qui est le plus grand challenge pour la Fédération hospitalière de France, pour les hôpitaux publics en France, qui avaient déjà relevé précédemment l'hospitalisation privée. Eh bien, c'est cette mutation des GHT. Les cliniques, elles, plus tôt, elles avaient déjà fait le groupement. Les groupements hospitaliers territoires, pardon. Groupements hospitaliers territoires, c'est-à-dire un fonctionnement en réseau de tous les hôpitaux d'une région. Vous imaginez ce que ça veut dire au point de vue dialogue? Ça veut dire que chacun, pour l'instant, a son propre système d'information et il faut qu'ils dialoguent tous ensemble puisque le même malade va pouvoir circuler entre eux tous. Et donc c'est un petit peu comme... La création, c'est comme avec les téléphones portables. Nous avons tous des téléphones achetés dans des firmes différentes. Nous avons des abonnements différents, mais nous parlons entre eux, nous nous envoyons de SMS, et ça n'est pas un obstacle. Mais il va falloir que demain, ce défi soit relevé pour les hôpitaux, mais pas seulement pour les hôpitaux publics, bien évidemment aussi pour les liens avec les libéraux, avec le malade, avec l'extérieur. Et donc c'est un challenge, c'est un enjeu, c'est un défi particulièrement important. Mais moi, je n'ai aucune crainte sur la capacité à le relever. Il y faudra quelques moyens spécifiques pour le numérique des groupements hospitaliers territoires. Mais la bonne volonté est là, et je ne vois pas, moi, de résistance a priori qui sera développée contre cela.
On reviendra justement tout à l'heure, notamment sur des patients. Mais est-ce que vous constatez parfois des phénomènes de résistance, encore une fois classiques, à toute organisation, pas spécifiquement de la santé? Les résistances sont les mêmes. Nos collaborateurs, nos partenaires, les médecins, voilà, les résistances sont les mêmes. Juste revenir sur la table ronde précédente, sur les pharmaciens. Je suis pharmacien et je voudrais dire que la pharmacie a un grand avenir encore. Hein. Il ne faut pas qu'on pense que demain, il n'y aura plus de pharmaciens, parce que Nicolas, j'aime beaucoup Nicolas, mais attention, hein, il y a beaucoup de services donnés par les confrères pharmaciens, et je veux en venir au dossier pharmaceutique. Ils l'ont réussi. Le dossier pharmaceutique fonctionne. Ils l'ont réussi. Les 20 000 officines sont reliées avec un dossier pharmaceutique où on a exactement le traitement qui est pris par le patient. Ils l'ont fait. Nous, le DMP, c'est plus compliqué. On est d'accord. Jean-Louis, tu l'as dit, les groupements hospitaliers de territoire vont être amenés à se parler, le même langage informatique. Nous l'avons fait depuis des années. Et c'est vrai que c'est un enjeu. C'est un enjeu, mais qui est formidable. C'est positif. Aujourd'hui, on ne se passerait plus de notre smartphone. On fait tout avec. On loue des voitures, on prend des avions. Pourquoi on n'arriverait pas à s'enregistrer notre hospitalisation, choisir notre chambre particulière, choisir, je dirais, l'heure en fonction des créneaux possibles, et après qu'il y ait un suivi de nos patients qui sont dans l'établissement. Je pense que l'enjeu, il est au-delà de nos petites difficultés que nous avons sur le terrain, et on doit faire en sorte que demain, on puisse avoir une fluidité, et que le papier que nous avons tous encore aujourd'hui, hein, on a besoin de ce papier, qu'il n'y en ait plus. Non, c'est demain, il va disparaître, effectivement. Il n'y en ait plus. Mathieu Foucault, est-ce qu'il y a également des lieux spécifiques, des zones de résistance spécifiques au monde de la santé, ou en tout cas des zones de résistance plus spécifiques aujourd'hui qu'hier, par exemple? Alors, spécifique au monde de la santé, je ne suis pas sûr, et je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que toutes les zones de résistance qu'on a pu évoquer, elles sont communes, de ce que nous on voit en tout cas dans notre accompagnement des transformations organisationnelles, elles sont communes à quasi toutes les organisations qui vivent des mutations assez importantes. Après, il y a de nouvelles, je ne veux pas forcément parler de résistance, mais de nouvelles marques d'attention à porter, qui sont notamment des impacts générationnels. Et lorsqu'on parle du numérique, on parle en fait de nouvelles diversités dans les organisations. Tout à l'heure, on mentionnait Pascal Pic. Pascal Pic, il parle énormément de diversité. Et dans ces diversités, ce n'est pas uniquement des différences d'origine. Hein, ça va être aussi des différences. Il va y avoir des humains qui vont collaborer avec des robots, avec de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, ça génère des peurs. Ce ne sont pas forcément des résistances, mais ça appelle énormément d'accompagnement pour ces nouvelles diversités. Oui, Jean-Louis. Oui, moi je veux rebondir parce que c'est tout à fait juste. Ce n'est pas des résistances au sens habituel du terme, mais il faut être très vigilant à quelque chose qui est peut-être plus culturel ou psychologique. Les médecins, et plus encore les infirmières, peuvent légitimement craindre qu'une partie du temps dévolu jusqu'à maintenant au contact humain avec le patient soit transférée vers un contact avec la machine, avec ce qui est perçu parfois comme un peu bureaucratique ou en tout cas plus administratif et moins en relation avec l'humain. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention à préserver cela, parce qu'on l'entend déjà dans les établissements, et je le dis plus encore du côté des infirmières que des médecins, mais on l'entend des deux côtés, dire « mais ce n'est pas ce à quoi nous avons été formés, ça n'a pas été notre vocation, ce n'est pas notre aspiration. Bien sûr, il faut le faire, on comprend, on est moderne, donc on accepte cela, mais ne nous enlevez pas cette richesse qu'il y a dans le contact humain. » Donc tout l'enjeu est de savoir le conjuguer, faire comprendre que c'est complémentaire, mais que ça ne se déduit pas du temps de relation humaine. Vous me faites justement une transition toute trouvée, parce que la question que je voulais vous poser, c'était comment est-ce que vous concevez justement l'évolution des métiers et des compétences de chacun avec le numérique, concernant le médical, dans le paramédical, dans l'administration, justement. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Pour nous, ce qui est important, c'est le partage de l'information, la traçabilité. Aujourd'hui, ne plus avoir de traçabilité sur un dossier médical est un non-sens. Et le partage également. Lorsque le praticien libéral, chez nous ils sont libéraux, à son cabinet, à son domicile, puisse se connecter sur le dossier patient qui est hébergé dans l'établissement et qui puisse en direct, je dirais, voir ce qui se passe, suivre l'état clinique de son patient, avoir des alertes. Pour nous, c'est fondamental. Et c'est vrai qu'au début, il y avait des craintes de dire on va tout tracer, on va tout savoir. Et non, c'est bien. Alors, bien sûr, il faut éviter je dirais, le règlement de compte qu'il peut y avoir quelquefois où on va écrire des choses, ça s'appelle les fiches d'événements indésirables, lorsqu'il n'y a pas la réponse adaptée immédiatement à notre demande. Mais ça fait partie aussi de la vie. Je pense qu'il faut avoir une transparence et cette qualité des soins passe par la transparence. Et le numérique assure une traçabilité forte. Et sans cette traçabilité-là, on ne peut pas avancer. Et le partage d'informations avec l'ensemble des partenaires, que ce soit le monde public, le monde associatif, les médecins libéraux,
est fondamentale pour nous, est fondamentale, et nous allons vers ce Oui, parce qu'on sait qu'à une époque, l'information, c'est un peu de pouvoir. Le médecin avait l'information, qui d'ailleurs qui ne donnait pas forcément à l'infirmière de la même façon. Donc que cette information soit partagée, de cette manière, ça révolutionne les métiers et même les rapports entre les différents métiers. Le temps de la chirurgie triomphale où le chirurgien entrait dans la chambre et s'asseyait sur le lit est terminé, je pense. Là, je pense qu'on est d'accord. Et ça a évolué, heureusement. Françoise, vous dites Oui, c'est important de ne pas oublier le facteur humain, parce qu'il faut que l'hôpital, privé ou public, c'est pareil, l'hôpital soit vraiment intégré dans la ville. Il faut qu'il y ait des modes de fonctionnement différents, et le personnel hospitalier dans son ensemble, les médecins, les infirmiers, les infirmières, doivent avoir une autre approche et doivent faire autrement. Il faut qu'il y ait des lieux de convivialité. On a fait ces dernières années une révolution sur les équipements de bureaux et les installations de bureaux. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle du flex office, où les gens se rencontrent davantage, où les gens changent de bureau, n'ont pas de bureau attribué forcément. Et dans les hôpitaux, on a toujours les cabinets bien particuliers, les gens cantonnés. Donc il faut qu'on fasse évoluer ce genre de choses. Et on a des choses comme ça quand on va voir aux Pays-Bas, quand on va voir dans certains pays. On a des structures qui sont différentes. Donc c'est important d'avoir cette boîte, comme j'ai dit tout à l'heure, ces structures qui sont adaptées à ces nouvelles façons de travailler. Et on déchargera bien sûr les robots ou d'autres choses pourront faire un certain nombre de choses, mais le personnel soignant pourra se consacrer davantage aux patients. Il y aura des communautés aussi qui pourront se créer entre les patients avec le personnel soignant, et il y aura des contacts. On pourra avoir des salles plus importantes de rencontres et de vie. Ça, c'est vous parlez du Pays-Bas, vous dire qu'aux Pays-Bas, maintenant, il y a des hôpitaux dans lesquels... Flex Office aussi également. Vous imaginez ça, vous, en France? Non, mais comme le disait Françoise, entre la création ou l'imagination d'un établissement que l'on construit, on construit tous des établissements, on a tous des projets en cours. Entre la réflexion et la réalisation, on a changé 10 fois. Et même pendant la réalisation, on change. C'est-à-dire qu'on a déposé le permis de construire et on s'aperçoit qu'in fine, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. Il faut tout revoir parce que les temps sont de plus en plus courts. Et le numérique nous permet de tracer les patients. Et c'est important lorsque on parle de chirurgie ambulatoire, c'est même plus la chirurgie ambulatoire sur une journée, c'est 2-3 heures d'établissement. Et ça nous permet de tracer, lorsqu'on donne un badge à un patient, ça nous permet de savoir où il est exactement, dans quel service il est, au bloc opératoire, en salle de réveil, en salle de repos. Ça permet aux familles également de suivre le patient. Ça permet aux équipes de se dire, voilà, où est le patient, parce qu'on met tout sur le dos du brancardier. Vous le savez, c'est le brancardier qui ralentit tout, c'est toujours sa faute. Là, au moins, le pauvre brancardier, il est dédouané de cette difficulté. Oui, je crois que personne ne doute ici qu'en termes d'efficacité, en termes de sécurité, en termes d'ampleur de l'activité, c'est une progression considérable. Et il est évident que, prenons par exemple une recherche que la Fondation Hospire de France finance dans l'innovation, qui est pour l'observance thérapeutique. Bon, pour des jeunes, par exemple adolescents, avec la mucoviscidose, un système se met en place qui va permettre que la non-observance thérapeutique recule. Or, on sait bien que dans toutes les maladies chroniques, l'observance est le principal facteur d'échec. Et là, on va avoir un moyen, non pas de la supprimer, mais de la réduire considérablement avec une alerte immédiate quand l'observance n'est pas faite et la correction appropriée, soit une correction par télémédecine, soit une correction par un contact direct avec le patient. Je veux simplement, si j'ai une seconde, rappeler une anecdote en vous écoutant, elle me vient à l'esprit, qui montre tous les avantages, mais aussi tout ce qu'il faut faire pour préserver l'application de cet outil miraculeux. Une malade que je n'avais pas revue depuis plusieurs années revient me voir, et dans l'intervalle, elle avait vu un de mes assistants, et je lui ai demandé si tout s'était bien passé. Il me dit, il est formidable, il sait tout, mais il me parle beaucoup de chiffres, sur les traitements, tout. Il connaît tout sur mon dossier, c'est miraculeux. Elle n'avait pas vu ça, et même, évidemment, presque en sous-entendant qu'il en savait plus que moi, ce qui était très bien. Mais il n'y a qu'une chose, c'est que pendant toute la consultation, je n'ai pas pu croiser son regard. Il était toujours sur l'écran. Voilà. Donc on voit bien qu'il faut continuer à faire ça, mais il faut en plus quand même donner de temps en temps un petit coup d'œil aux patients. Mais on sait justement que l'un des problèmes, c'est parce que c'est revenir dans l'humain, ça correspond d'ailleurs, ça rejoint un peu la table ronde du précédent, c'est-à-dire que quel est le facteur humain qui reste lorsqu'on finalement se réfugie dans le tout numérique? Je ne se réfugie pas dans le tout numérique, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille l'aborder. Une période qui se numérise telle qu'on est en train de le vivre, ce tsunami numérique, on n'a jamais eu autant besoin d'humains. Donc le numérique reste un outil, une facilitation, mais ne remplace pas des rapports humains. Et il est certes, à certains moments, destructeur d'organisation et de certaines valeurs, mais il en crée énormément d'autres.
il a un avantage, le numérique, c'est que justement, il permet de raccourcir le temps de l'administratif, de collectionner les datas d'une façon qu'on serait incapable de faire et de dégager ce temps au profit de la relation. Alors, dans le contexte actuel, c'est bien évidemment au profit de la relation, j'imagine, aux patients, mais je voudrais juste dire autre chose aussi, c'est que dans les organisations, il y a aussi dégagé du temps par rapport au personnel médical, qui doit pouvoir se retrouver certainement, et ça s'accompagne souvent de désilotage. Dans les transformations organisationnelles qu'on a conduites, la plupart avec succès, certaines avec échec d'ailleurs, avec des cicatrices, il en sort. Mais ce qu'on a comme constat, c'est qu'on a quand même cassé des organisations qui étaient très silotées, qui ne se parlaient pas, au profit d'organisations calquées sur des comportements numériques, à savoir sur des communautés. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie des communautés, des nouveaux collectifs qui se dimensionnent en fonction de leurs besoins, très ouverts, qui ne sont pas, il n'y a pas un droit d'appartenance à telle communauté et une exclusion a priori du reste, avec des gens qui travaillent ensemble. Donc ces communautés bougent tout le temps et on arrive à 2 nouvelles granularités dans les organisations. L'individu, qui a une possibilité de s'affecter ou de demander à être affilié dans pas mal de communautés et d'avoir un afflux culturel permanent, et ces micro-collectifs, ces communautés qui bougent et qui vont chercher leur influence en permanence à l'extérieur et à l'intérieur. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on avait préparé ensemble, quand on a préparé ensemble le débat, on avait parlé justement de cette notion de quête de sens. Il est important, voire essentiel, qu'au niveau individuel et collectif, il ne s'agit pas uniquement d'un progrès technique, mais d'une quête que ça donne du sens, que ce soit pour un individu, c'est-à-dire moi, à quoi ça me sert à moi individuellement, mais également au niveau global, à quoi ça sert à l'organisation. Comment est-ce qu'on peut justement articuler cette notion de sens individuel et collectif? Aujourd'hui, on construit moins de mètres carrés, on a moins de lits, et on a ces communautés qui commencent à se créer. Et les communautés ne s'arrêtent pas à l'établissement hospitalier, ça va au-delà, comme vous l'avez dit, les médecins de ville et tout ça. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, on a des gains de productivité grâce à ça. Et le fait d'avoir des établissements connectés entre eux demain, des établissements connectés avec le médecin de ville, par exemple, va nous apporter beaucoup d'éléments au niveau de la productivité. Et quand on conçoit un bâtiment, on tient compte des exigences, bien sûr, de qualité, de sécurité. Aujourd'hui, le respect de l'environnement aussi. Nous, on travaille beaucoup aujourd'hui avec Air Paris. On le fait sur l'Île-de-France, puis Air Paris fait sur l'Île-de-France. Eux mesurent l'air à l'extérieur et nous, on travaille avec eux pour mesurer l'air à l'intérieur des établissements de santé. Donc, on a des tas de moyens d'améliorer la boîte et pour mieux traiter le patient et mettre cet humain aussi au service du patient. Nous sommes une entreprise de services dédiés aux soins à la personne, donc il n'y a pas de réduction d'effectifs. On a besoin, je dirais, d'avoir des collaborateurs qui sont auprès des malades et du soin. En termes de discussion et de discussion entre nous, j'aurais une question à Jean-Louis. Il a parlé, il a parlé des GHT, des groupements hospitaliers territoires, et ces GHT me font rêver. 135 GHT sur tout le territoire qui sont créés, etc., qui fonctionnent. Ça fait un peu rêver. Bien sûr que nous l'avons anticipé, ça fait 20 ans que nous réfléchissons à ces GHT. Mais ma question, Jean-Louis, est-ce que demain, on pourra se parler entre le GHT aujourd'hui et la clinique qui est juste à côté? Pourquoi attendre demain? Ah, ben voilà. Faisons-le dès aujourd'hui. Ben voilà, c'est une bonne réponse, ça. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Alors justement, quelle serait la bonne... Voilà, on en reparlera, mais écoutez, on verra peut-être l'année prochaine si on en est toujours au même endroit. Mais justement, quelle serait la bonne échelle géographique en termes de numérique? Est-ce que c'est justement les groupements de territoires? Est-ce que ce sont les agences régionales de santé? Est-ce que c'est les départements? Est-ce que c'est la ville? Quelle est la bonne échelle géographique pour que le numérique trouve sa cohérence? Vaste question. Ah bah, je ne suis pas non plus pour vous poser que des questions faciles. Déjà sur la santé, on peut dire qu'il n'y a pas encore d'uniformité dans les territoires et on voit bien que c'est très compliqué. Le numérique, c'est la même chose. Je crois qu'il y a au moins 2 dimensions. Il y en a une première de proximité, c'est-à-dire entre le médecin généraliste qui s'occupe d'un patient, éventuellement, s'il a une maladie chronique, le service dans lequel il se rend occasionnellement, privé ou public. Et puis, voilà, un petit réseau avec les différents soignants. Et puis, il y a la dimension beaucoup plus large au niveau d'une région. Alors, celle-ci est définie de façon diverse, mais je pense qu'il faut impérativement que le dialogue fonctionne entre tout cela, et que ce dialogue, je dirais qu'il a une exigence supplémentaire aujourd'hui.
les personnes sont plus isolées que dans le passé parce que la taille des familles est moindre, parce que les gens sont répartis géographiquement sur un plus vaste territoire. Donc, beaucoup de personnes âgées se retrouvent assez isolées. Si, grâce aux objets connectés, grâce à ces réseaux, grâce à une proximité réelle ou virtuelle, ces gens se sentent proches, notamment pour leur santé, et je dis santé et non pas soins. D'accord. Je veux impliquer l'ensemble de la préservation du capital santé. Si ces outils sont mis au service d'une lutte contre ces isolements néfastes, alors je pense qu'ils auront rempli une fonction qui est non seulement soignante, mais même préventive. Oui, je suis en phase. Mais attention que le numérique, effectivement, rapproche ceux qui sont éloignés, mais n'éloigne pas ceux qui sont à côté. On le voit bien, on en sourit souvent au restaurant. Il y a des tables de 3-4 personnes, ils sont ensemble, mais ils sont en train de parler, ils sont en train d'expliquer aux autres ce qui se passe. Et voilà, que dans nos établissements, il y ait toujours cette proximité, cette qualité, et c'est ce que vous disiez, ce que tu disais, Jean-Louis, sur le contact avec le patient et l'humain. Et que le numérique, qui soit un vecteur de traçabilité, de qualité, ne soit pas aussi source d'éloignement ou de cloisonnement ou également de difficultés entre nous. Et ça peut être un frein. Il faut lutter contre ça. On va résumer ça en disant que l'ordinateur ne doit pas remplacer la machine à café. Bien sûr, on est bien d'accord. Mathieu, justement, quels sont selon vous les facteurs de réussite pour arriver justement à transformer des structures, notamment dans le domaine du numérique? Vous m'avez parlé beaucoup de la nécessité du feedback, c'est-à-dire du retour de la personne qui va utiliser ces nouvelles utilisations numériques, oui, qu'elle puisse dire éventuellement ce qu'elle en pense. C'est une notion de défiance, c'est de concret qui manque peut-être parfois un petit peu à l'hôpital. Oui, après, tout est, encore une fois, il y a des particularités dans chaque secteur. Il y a quelque chose, c'est une lapalissade, je suis désolé de le dire là, mais dans les transformations des organisations qu'on peut voir, le seul moyen de fonctionner de façon efficace, c'est la co-construction au départ. Donc avant même de faire un feedback, il y a la notion d'écoute et d'interroger l'ensemble des acteurs, voire de les surinterroger pour qu'ils puissent véritablement s'exprimer. En amont. En amont, c'est quelque chose de très important, et aussi bien évidemment de faire un retour. Et on constate aussi, alors ça dépend bien évidemment des secteurs, mais que il y a un danger sur lequel il faut être particulièrement attentif lorsqu'on fait une transformation organisationnelle, notamment impulsée par le numérique, c'est le temps. C'est que souvent, on fait des zones de test, on isole des périmètres, on teste sur une nouvelle organisation, on met de nouveaux outils. Et en faisant cette phase de test, on exclut énormément ce qu'il y a autour. Et donc cette phase de test donne des retours, on fait d'autres modifications, on reteste et on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Donc ce qu'on a vu, nous, dans les transformations organisationnelles qui fonctionnent, c'est qu'on va très vite. Entre le moment où on écoute, on passe beaucoup de temps à écouter, les solutions arrivent assez vite, les outils nous permettent d'avoir des solutions très très rapides, mais le déploiement, on le fait la plupart du temps à très grande échelle. C'est vrai qu'il y a ça grippe un petit peu, mais on a vu que c'était plus efficace de le faire au global et de traiter localement les problématiques plutôt que d'y aller par itération. Une nouvelle technologie arrive, de nouveaux outils arrivent, c'est plus les mêmes budgets, c'est plus les mêmes personnes qui conduisent les projets, et en fait ça part dans tous les sens. Juste un autre point aussi sur le numérique, parce que effectivement la tablette ou le portable, c'est pas des boucliers, c'est pas un mur entre collègues ou avec le patient, bien au contraire. Moi, je voudrais juste vous donner un exemple de ce que je suis en train de mener là, ce qui est quelque chose pour les ressources humaines, c'est jouissif, c'est qu'on est en train d'enterrer l'entretien annuel d'évaluation. Ah, je vois que ça fait réagir autour. Alors, c'est en train, ça commence à fonctionner. On est en train de s'y mettre. Non, on est plus qu'en train de s'y mettre. Parce qu'il n'y en a plus besoin. Il n'y en a plus besoin, puisque les gens se parlent maintenant. Parce qu'en fait, je pense que le numérique, c'est plus les mêmes acteurs. On abaisse le centre de gravité. Et dans d'autres organisations, qui ne sont bien évidemment pas dans ce secteur-là, hein, parce que c'est bien évidemment, mais dans d'autres organisations, vous avez un entretien annuel, c'est-à-dire qu'il y a une fois dans l'année où on décrète qu'on doit expliquer ses problèmes, on doit avoir ses satisfactions, on ne doit surtout pas parler d'argent, et on est évalué souvent par quelqu'un qu'on ne reconnaît pas forcément comme ayant la légitimité et ayant été si présent que ça. Donc quand on a, nous, transformé les organisations en coupant les silos, en mettant beaucoup plus d'horizontalité, donc en remettant l'individu au centre du système, on s'est dit, mais on ne peut pas garder une évaluation top-down alors qu'on est sur des organisations qui sont beaucoup plus aplaties. Donc on a cassé ça et on l'a remplacé, on a inversé le système en disant qu'en fait, ça va être le collaborateur qui va gérer sa propre évaluation, plus exactement, qui va être source de la demande de feedback qu'il veut recevoir. Donc on a créé, là encore grâce au numérique, une application
où les collaborateurs ont 4 postures. Une première posture où ils voient leurs propres indicateurs à eux, ce qu'ils ont renseigné. Depuis combien de temps ils n'ont pas pris de congé? Est-ce qu'ils s'estiment mal depuis très longtemps? Est-ce qu'il y a des warnings à faire? Est-ce qu'ils ont des accomplissements? Pas mal de choses comme ça. Un deuxième onglet où ils voient les feedbacks qui leur sont transmis par leur leader, leur manager, par leur pairs. Et ils voient les feedbacks qui leur sont demandés. Ce qui fait qu'on est dans une dynamique permanente. Et l'idée, ce n'est pas qu'il y ait un échange après numérique en disant je trouve que tu as été très fort, merci, tu es très sympa, ou tu es nul. Ce n'est pas ça. Il y a un feedback. Il n'y a pas de réponse. Il y a juste une possibilité d'être en contact dans l'agenda de la personne pour le rencontrer très vite, pour toujours avoir ce lien et pouvoir expliquer les choses. Troisième axe, je ne veux pas être long là-dessus, mais ça me semble fondamental. Troisième point, ce sont les accomplissements. De plus en plus, depuis des années, on donne des notes, on flag, on dit voilà quel objectif, tu ne l'as pas atteint à 92%, c'était nul, etc. Les accomplissements, c'est quelque chose de très différent parce que c'est à la fois l'atteinte d'objectifs communs, le constat, mais c'est aussi ce qu'on ne m'a pas demandé de faire. Ceux où j'ai été performant, ceux où j'ai été remarquable, je veux que ce soit vu. Et peut-être que c'est même pas moi qui ai vu que j'ai été remarquable, mais peut-être que mes pairs l'ont vu. Même si ça ne rentre pas dans un schéma traditionnel, je veux pouvoir le mettre. Ça, le numérique nous le permet. Et la dernière posture que le numérique nous permet à travers cette fin d'entretien annuel, c'est qu'il y a un onglet qu'on appelle improprement, ou j'aime pas le terme, mais on n'en trouve pas d'autre, qui s'appelle SOS. Moi, individu, je me sens mal et j'ai besoin de le dire. Mais peut-être que ce n'est pas à mon manager, peut-être que ce n'est pas aux ressources humaines, peut-être que ce n'est pas à mes collègues. Donc je peux choisir, j'envoie un SOS et derrière, il y a un système qui, au bout d'une demi-heure, me donne un rendez-vous et me propose quelqu'un qui va me voir tout de suite. Donc là, on voit que le numérique, il fait quoi? Tous les managers qui sont censés se mettre à boire quand ils font des entretiens annuels parce que c'est une campagne de 2 mois administrative, c'est jamais bouclé, les budgets sont pas bons, etc., gagnent une très grande partie de ce temps-là, sont en mode plutôt impulsion et réponse. C'est le collaborateur qui se l'approprie et on est sur une logique d'empowerment. Je termine juste là-dessus, après je me tais. Depuis le baby-boom, on était sur des organisations fondées sur des obligations de moyens, des organisations stables, avec mon contrat, c'est je mets mes moyens de production au service d'un collectif que j'accepte, mais qui me donne en contrepartie santé, éducation, sécurité, travail. Le tsunami numérique arrive, il y a une fracture générationnelle assez forte, on s'éloigne de l'obligation de moyens, on voit des gens qui n'acceptent plus des collectifs imposés, mais qui veulent des collectifs choisis. Donc ils vont dans des collectifs choisis, mais qui peuvent être un petit peu plus éphémères, un petit peu plus réduits, le besoin de sens, le besoin d'exister, qui ne veulent plus de paperasse et qui veulent pouvoir récupérer du temps et du sens pour eux. Évidemment, c'est très riche, on va peut-être pas pouvoir tout reprendre, mais quand même, juste une question, par exemple, l'évaluation, on va dire au fil et par les pairs, voire éventuellement, non pas descendante mais montante, vous voyez ça comment? C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans ces entretiens annuels et je suis favorable également à la simplification et également être au service, je dirais, des ressources humaines. Et nous, on a développé un outil qui est simple parce qu'on est H24, 7 sur 7. Et il y a toujours des absences pour maladies ou événements familiaux exceptionnels. Et donc, on a développé une application qui permet, dans le dossier de soins, lorsque le professionnel est au cœur de son métier, d'avoir une alerte. Voilà, une alerte. La relève n'est pas assurée. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux prendre ce remplacement dans 2 jours? Voilà, ça permet d'avoir une genre de bourse interne au remplacement et ça permet également d'alerter par SMS l'ensemble des collaborateurs du service, ensemble, en même temps. Donc on gagne du temps, on gagne de l'efficacité, on gagne de la souplesse et c'est libre. C'est-à-dire que tu prends pas. Si tu veux venir travailler pour remplacer, pour aider, tu peux le faire. Et là, l'informatique, le numérique, pour nous, est un outil magique. Jean-Louis, je pense que c'est un sujet très très important et nous sommes peut-être seulement dans l'enfance du développement de cet outil pour les relations entre les professionnels notamment et leur évaluation. Ça peut être, comme ça a été suggéré, le meilleur, ça peut être aussi le pire, ça peut être utilisé pour mettre une pression permanente et les troubles psychosociaux qui sont déjà légion dans les établissements en général peuvent en être accrus encore si les gens se sentent avec un Big Brother qui, en permanence, s'assure que chaque seconde de leur temps est employée d'une façon efficace. Mais c'est pas ce qu'on raconte Mathieu. Non, mais il a présenté la version positive. La version rose, on va dire. Et à laquelle j'adhère, et que j'appelle de mes voeux, évidemment, pour faire reculer toutes ces problématiques qui existent. Mais on voit bien que l'outil n'est pas encore totalement mature. Il va falloir le développer comme cela. Et il faut trouver
une formule pour l'avenir où on pousse à la valorisation, à l'épanouissement de chacun. J'entendais, et je ne le connaissais pas, mais je trouve que c'est remarquable, cette solution de pouvoir appeler au secours. Ce que je me dis, c'est que de l'expérience que j'ai, bien souvent, les gens n'appellent au secours qu'extrêmement tardivement. Pour appeler au secours, il faut déjà avoir traversé tout un tas de difficultés, avoir essayé de les surmonter, s'être confronté à des difficultés insurmontables, avoir plongé. Et puis enfin, quand là, on est vraiment au bout du bout, là, on appelle au secours. Donc il faut trouver des moyens qui anticipent tout cela. Il faut que les liens entre les professionnels, parce que naturellement, et c'est bien, l'hôpital est centré autour du malade, donc c'est l'objectif principal. Mais la qualité de ce qu'on apporte aux malades n'est jamais bonne si les professionnels ne sont pas épanouis, c'est évident. Et donc, il est tout à fait indispensable que dans notre formulation des outils de demain, on ait à cœur de se dire que personne ne doit être oublié, négligé, mis en position de difficulté. Chacun doit avoir des chances de pouvoir rebondir après telle ou telle difficulté, tout en préservant aussi, et c'est pas simple, une certaine partie de confidentialité. Non, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais je reviens quand même un instant. Est-ce qu'effectivement, vous associez en amont des personnels dans les développements numériques, aussi bien que Mathieu suggère? J'ai plutôt le sentiment que des décisions sont un peu prises d'en haut, et puis après, ce sont des premiers utilisateurs qui doivent éventuellement se satisfaire de ce qu'on leur propose. J'ai tout à fait tort ou Pas complètement. je dis un petit peu ce qui se passe quand même? Dans la conception des bâtiments, non. Quand Non, même. vous êtes Voilà, réglementairement les utilisateurs, obligé de passer par le les client. utilisateurs sont très consultés. Ça, je me doute que ça marche comme ça. Je voulais revenir un instant sur les entretiens annuels au sens large. C'est conditionné quand même par l'espace de travail. Si vous laissez vos silos, vos petits bureaux, tous les uns à la suite, les uns des autres, ça ne marchera pas. Donc il faut absolument avoir un environnement dynamique derrière et avoir des gens qui se parlent déjà et qui sont ensemble sur des mêmes plateaux. Donc ça, c'est très important. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, que dans certains établissements de santé, les programmations dans les salles opératoires, maintenant, sont faites de façon quasiment numérique, puisque le médecin n'a plus sa salle d'op. Donc on voit que les choses commencent à changer. On voit aussi que c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et donc je pose la question, comment faire en sorte que ces transformations numériques soient appropriées par ceux qui les utilisent avec des questions en amont et puis uniquement en aval? Au lieu que ce soit l'appropriation des locaux, vous parlez de la salle d'opération ou d'un pavillon ou que sais-je, c'est maintenant une appropriation qui est un peu plus virtuelle et qui effectivement passe par ces outils. Mais cette mutation, je crois qu'elle se fait facilement avec le franchissement d'une nouvelle génération. Je crois que les nouvelles générations sont très adaptées à cela. Les caméras, les télés, les opérations à distance, tout ça... ça se fait aujourd'hui couramment. Je veux savoir... Le chirurgien qui n'a plus sa salle d'op, je ne sais pas. Hein. Je crois qu'ils sont encore attachés à notre job, c'est de faire en sorte que nos blocs opératoires avec 15 ou 20 salles soient tous équivalents en termes qualitatifs. Et qu'après, on puisse leur demander quelquefois de bouger s'ils veulent bien bouger. S'ils veulent bien bouger. Oui, nous avons une dualité, c'est-à-dire que nous travaillons avec des médecins libéraux qui sont indépendants et ils travaillent en partenariat avec la clinique. Mais le bureau, il n'y en a plus aujourd'hui. Nos bureaux, c'est ça. C'est fini le bureau physique. Il faut bien un bureau pour se réunir de temps en temps. Mais comme on est tous multisites, on est tous sur différents métiers, le bureau maintenant, c'est le numérique. Et peut-être autour de cette table, il manque un interlocuteur, la puissance publique. La puissance publique. Et c'est vrai que je n'aime pas les signaux contradictoires. La loi de modernisation de santé de notre ancienne ministre a réduit l'accès aux données de l'open data. Et on n'a plus accès. On n'a plus accès à ces données. Et donc, c'est quand même un frein. Après, l'autre signal positif, c'est ce matin, lorsque je l'ai dit, qu'on aura les fédérations. Donc, on se reverra. 100 millions d'euros pour développement du numérique dans le cadre du PLFSS. Donc, voilà, il y a des signaux qui sont quand même intéressants. Et ça va permettre, je pense, de continuer à se développer. Parce que le financier, c'est aussi un moteur. Et c'est vrai que l'hôpital numérique a contribué grandement à faire en sorte que nous puissions nous équiper et je dirais passer cette crainte que nous avons d'arrêter le papier pour passer au numérique. Je voudrais revenir sur les freins. On a parlé de télémédecine et ça se fait pour certaines maladies, diabète, etc., où le patient rentre chez lui, est branché et connecté. Nous avons fait une expérience et dans nos bureaux, nous avons installé une cabine de télémédecine.
Et donc, il y a deux types de consultations. Soit nos salariés viennent et puis on leur prend tension, on fait quelques examens. Soit il y a une vraie consultation avec un médecin qui est derrière la télé et qui prend le temps de voir ce qu'il y a. Il y a des capteurs pour l'examiner. Et puis ensuite, il y a une ordonnance qui sort et qui est tout à fait valable. Ce genre de choses, nous le développons avec une société, et cette société se développe également à l'étranger et essaye de se développer en France. Et nous n'avons pas encore réussi aujourd'hui à ce que cette consultation soit remboursée par la sécurité sociale. Or, c'est une consultation normale, comme pour aller chez un médecin. Ça facilite les rendez-vous, ça facilite beaucoup de choses. L'ordonnance, oui, elle est valable. Et c'est un petit peu dommage qu'il y ait ces freins, parce que dans des coins isolés, ces cabines de télémédecine seraient très utiles. Et à l'étranger, c'est absolument assimilé à une consultation normale et remboursé normalement. C'est toute la question de la tarification. On est d'accord. Et on est bien d'accord que... Sur quelle base faire éventuellement mettre en place cette tarification? Il y a quand même des signaux actuels positifs en ce sens. N'attendons pas à ce que tout soit résolu par un coup de baguette magique. Mais on est déjà entré dans des tarifications progressivement croissantes de tous les actes de télémédecine ou apparentés. Donc je pense qu'on peut s'attendre à ce que progressivement tout ça soit fonctionnel. Mais c'est long. Naturellement, c'est long, parce que comme dans notre système, et c'est bien ainsi, tout est pris en charge globalement, il est clair qu'il y a une évaluation, une étude d'impact, si vous voulez, qui est effectuée pour savoir combien ça coûte et pour savoir si en définitive les sommes engagées seront à peu près comparables avec des nouveaux outils par rapport à ce qui était le cas précédemment. Donc c'est comme quand il y a des nouveaux actes de biologie, par exemple, où la tarification n'est pas immédiate. Il faut un petit moment pour s'assurer de l'ampleur de la demande, du coût global. Alors c'est vrai, on peut le regretter. Hein. Moi, je suis le premier à regretter cette inertie, cette lenteur. Il n'empêche que... il est rare que quelque chose d'aussi nécessaire, aussi indispensable, aussi évolutif que dont nous discutons ici ne soit pas, parfois avec un an de retard, mais ne soit pas en définitive suivi par une tarification appropriée. Pour répondre à votre question, Vincent, sur l'appropriation par les opérateurs, effectivement, je pense qu'on a tous nos moments de gloire et nos échecs. Tous. Et c'est vrai que le management interne y est pour beaucoup, mais je pense que le produit est fondamental. Et si le produit est simple, ce qu'on veut, c'est de la simplicité. S'il faut ouvrir 4 menus, cliquer 5 fois pour valider, revalider, survalider, et que si les alertes à 3 jours pour la réévaluation de l'antibiothérapie ne se fait pas ou est compliqué, ça ne marche pas. Et les critiques sont toujours les mêmes. On n'a pas le temps, on perd du temps, on n'a plus de patients. Et puis les médecins libéraux disent, tu nous as mis un système qui est impossible. Voilà. Et donc il faut pouvoir communiquer avec eux, avec leurs cabinets médicaux. Et lorsqu'on a un bon produit, et il en existe des bons produits, heureusement, c'est magique, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mathieu, il y a une obligation aujourd'hui, notamment de la nouvelle génération de médecins, de résultats. Ça serve à quelque chose, que ce soit efficient et qu'il y ait un retour. Justement, je reviens sur cette nouvelle génération. Comment est-ce que vous l'apercevez au niveau médical et paramédical, j'entends un des deux, cette nouvelle génération, comment est-ce que vous la voyez à la fois s'approprier éventuellement de nouveaux instruments et en même temps avoir un nouveau rapport au travail et au temps lié au travail? Moi, je dirais que les gens qui ont la nostalgie des pratiques passées sont évidemment dans l'erreur et ne doivent jamais oublier le fait que les résultats du passé étaient nettement moins bons que ceux enregistrés aujourd'hui. Donc il faut au contraire adopter cette évolution et je crois que très naturellement, la nouvelle génération a des exigences différentes. On le voit bien quand on parle de ce qu'il est convenu d'appeler des déserts médicaux ou les inégalités d'accès, inégalités territoriales d'accès aux soins, qu'importe. On voit bien qu'il y a la nostalgie d'un mode d'exercice, mais qui, de toute façon, ne reviendra pas. On est d'accord. Et il faut accepter que la nouvelle génération de praticiens souhaite avoir un temps de travail intense, efficace, mais aussi des temps de loisirs distincts. Qu'ils ne veulent pas s'installer dans des endroits qui ne sont pas seulement des déserts médicaux, mais des déserts tout court, c'est-à-dire où il n'y a pas de service public, et qu'ils veulent aussi que pour leur famille, leurs enfants, tout ça. Bon, tout ça, évidemment, est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc, il est très simple, je crois, de se dire qu'on doit auditionner les générations d'étudiants, d'internes, etc., voir quelles sont leurs différentes aspirations par rapport au passé, se mettre en phase avec cela, évidemment leur demander en contrepartie de remplir les missions nécessaires. Et dans le cahier des charges, il y a naturellement
toute la numérisation, naturellement. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on parle un peu des patients, parce que vous avez commencé à le faire, mais ça me paraît aussi essentiel. Comment faire en sorte que les patients s'approprient ces nouveaux instruments numériques, que c'est d'obéissance connectée ou autre? Comment impliquer les patients sur un pied, non pas d'égalité, mais en tout cas de coopération, comme disait Mathieu, entre médecins et patients? Comment faire en sorte que les patients du grand public s'approprient ces outils? Il faut qu'ils soient simples, comme dit Lamine, il faut qu'ils soient simples et accessibles, déjà. Et juste pour revenir sur nos praticiens, c'est vrai qu'ils travaillent plus vite et moins longtemps, sur 4 jours, souvent. C'est à nous de nous adapter. C'est à nous de nous adapter pour que le service que nous leur proposons organisationnel soit à la hauteur de leurs attentes et de la qualité médicale. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la qualité médicale et c'est important de le rappeler parce que une clinique sans médecin est un hôtel, comme je dis souvent, et je ne pense pas qu'on aurait cette réussite comme dans l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et les patients, ce qu'ils demandent, alors, il y a différents patients, parce qu'il y a des patients qui, certains dans des territoires reculés, et c'est vrai que le prisme parisien est différent de nos territoires, et on le sait tous, certains n'ont pas de smartphone, ne savent pas. Donc il faut penser à ça aussi. Donc il faut effectivement être force de proposition et de moteur de simplification pour ceux qui veulent prendre leur rendez-vous en ligne et pour ceux qui veulent gérer leur hospitalisation. Mais il ne faut pas oublier que certains patients viennent dans nos établissements et ne savent pas par qui ils vont être opérés. Parce qu'ils ne le savent pas en termes d'éducation. Ils font confiance à l'établissement, ils font confiance aux urgences et ils seront opérés par un praticien. Donc voilà, il y a différents niveaux, il faut tenir compte de ça et que ce soit simple et lisible et qu'ils aient envie, je dirais, de s'approprier cet outil-là. Mais là, je faisais plutôt allusion. Pardon, oui. On a quelques années encore où il faut avoir un système hybride. Parce qu'il y a plusieurs générations et plusieurs niveaux d'acceptation, d'appropriation de l'outil par les générations actuelles. Mais il est évident que ceux qui sont jeunes aujourd'hui, dans 20 ans, seront moins jeunes. Ce sera la population des malades de demain. Évidemment, à ce moment-là, on aura une homogénéité formidable. C'est-à-dire que les objets connectés, la facilité pour eux d'utiliser l'outil existera pour pratiquement tous. Aujourd'hui, par contre, on doit tenir compte du fait qu'il y a, de façon un peu hybride, ceux qui veulent presque anticiper, aller plus loin sur cette utilisation, et d'autres qui sont un peu plus réticents parce qu'ils y sont moins formés. Ils demandent tous, par contre, de pouvoir garder une certaine confidentialité des données. Donc, on doit avoir ça à l'esprit. Justement, je voulais qu'on arrive là. Là, je faisais plutôt allusion au partage des données que le patient, de cette manière, recueille et peut éventuellement transmettre. Comment vous voyez justement l'articulation entre le patient, qui transmet un certain nombre de données, le médecin hospitalier, par exemple, et la médecine de ville? Quand vous pouvez imaginer cette articulation-là, qui va arriver demain, de toute façon, on est déjà quasiment une réalité aujourd'hui. Oui, la confidentialité est effectivement un sujet majeur et tabou, mais il ne faut pas non plus mettre ça en premier, sinon on n'avancera pas. Et le nombre de données qui passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux médicales données par les patients, je veux dire, je pense que ça évolue. Et de vouloir protéger un système fait qu'on régresse et qu'on n'avance pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette protection des données me semble effectivement absolument essentielle. Il se trouve que j'étais l'un des membres du groupe d'experts qui a travaillé sur le plan de santé pour Emmanuel Macron, et on s'est bien rendu compte que cette notion de données, elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, les 3/4 des Français, par exemple, ne veulent pas partager leurs données avec des industries privées de santé. On connaît les GAFA, Google, Amazon, Facebook. Comment faire en sorte, je m'en ai répondre très très rapidement, de protéger au mieux ces données-là? Parce que c'est un problème fondamental aujourd'hui. Est-ce qu'on a les moyens est-ce qu'on a les moyens ou est-ce qu'il va falloir qu'on les invente au fur et à mesure? Vous avez 1 minute pour répondre. Non, ça me paraît une question fondamentale. Si les patients ne s'approprient pas, on n'y arrivera pas. On peut dire qu'il y a un régulateur qui se met en place, mais ça va encore alourdir peut-être le système. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une charte éthique, il peut y avoir un régulateur qui est plutôt côté public, il peut y avoir des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd et que c'est vrai que c'est un sujet. Moi, je dirais que plutôt que la protection en amont, puisque des hackers arrivent à s'introduire dans les fichiers du Pentagone, c'est un peu illusoire de vouloir protéger à l'absolu les données de santé. Ce qu'il faut, c'est définir des pénalités très dissuasives pour ceux qui les utiliseraient de façon inappropriée. Et je pense qu'ainsi, il y aura moins de gens qui risquent de pouvoir aller il faut augmenter le coût du hacking et le coût du hacking. Et peut-être aussi éduquer les patients, ne pas trop facilement partager leurs données personnelles. C'est pas si simple que ça. Oui, un dernier mot. Juste un point, quand vous parliez juste avant sur le patient avec le personnel hospitalier, c'est que le numérique, il redonne du temps. Donc c'est par la preuve, en fait, le dénominateur commun entre le professionnel et le patient, aujourd'hui, c'est aussi sa sphère perso numérique,
son empreinte numérique. Donc ils se parlent, ils se comprennent aussi par rapport à ça. Donc on s'aligne aussi grâce au numérique. Et on en revient à la question du temps fondamental qu'on voyait ce matin. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci.